Donc moi, je suis Grégoire et avec Mathieu, que vous entendrez tout à l'heure, on a cofondé donc, la startup Kémotion il y a 5 ans. Dans la startup, on développe une solution de reconnaissance des émotions et d'analyse sémantique. Donc, nos algorithmes en fait s'appuient sur un gros dictionnaire émotionnel du langage très conséquent qui indexe plus de 50 millions de mots en multilingue. Et à ce jour, notre technologie a traité plusieurs millions, plus de 5 millions de verbatim ou de commentaires. La solution a aussi été utilisée dans de multiples secteurs d'activité et sur de nombreux cas d'usage. On va essayer tout à l'heure de vous montrer à travers deux cas démo, en fait, plus précisément des cas d'usage sur les parcours clients. Alors, il existe beaucoup de sources d'avis clients, que ce soit via Internet ou via vos propres canaux d'échange avec vos clients. Ce qu'on a essayé de faire, c'est de les classer sur la base de nos retours d'expérience depuis quelques années par rapport à la pertinence pour analyser les parcours clients. Donc, la source de données textuelles sur le haut du podium, la plus riche à analyser et la plus pertinente sur les parcours clients, ce sont les verbatims d'enquête, que ce soit des enquêtes à chaud ou des enquêtes à froid. D'ailleurs, sur les enquêtes à froid, en moyenne, on constate que plus de 50% des verbatims traitent des parcours clients. Et aussi les avis issus des plateformes spécialisées comme Avis Vérifié, Criticiseur, etc. Donc ça, si vous disposez de ça, c'est très pertinent. Sur la deuxième marge du podium, vous avez les sources issues de tout ce qui est formulaire de contact, formulaire de réclamation, car on peut facilement, en général, identifier l'étape du parcours client liée à cette source. Et puis ce sont des sources fournies, riches en données textuelles. Donc que ce soit via vos propres canaux ou via des outils qui agrègent des flux comme Zendesk. Voilà. Et dernière marge du podium, les avis sur les plateformes publiques comme Google, TripAdvisor, etc. Ce sont là aussi des sources riches qualitativement qui sont intéressantes à investiguer. Et puis ensuite, on a mis à la fin 2 autres sources qui sont plus variables, qui peuvent être très intéressantes, mais ça dépend des cas, les emails ou les conversations de chat. Par exemple, en B2B, les emails, ça peut être très intéressant, ou alors les avis sur les réseaux sociaux. Alors, une fois qu'on a choisi les bonnes sources, comment exécuter une bonne analyse automatique sur les parcours? Alors, il y a 2 paramètres importants à avoir en tête. C'est d'une part la classification thématique, sémantique, en fait, par étape du parcours. Et puis, en regard de ça, la perception, en fait, plus quali de ces étapes de parcours. Alors, sur première étape, la classification sémantique, la question à vous poser, c'est quelle profondeur d'analyse, quel niveau de détail j'ai besoin. Donc, vous pouvez avoir deux types d'approches, soit des modèles préétablis, en fait, de classification. Ça permet d'aller plus vite, c'est un peu plus macro, ça apporte une vision globale, c'est plus synthétique. Ou alors, des classifications sur mesure pour refléter plus précisément vos propres parcours, les spécificités de vos étapes de parcours. Donc, ça apporte un niveau de détail plus important. Dans notre solution, par exemple, on peut faire les deux, et sur l'étape sur mesure, on peut aller jusqu'à paramétrer une centaine d'étapes en fait, du parcours. Voilà. Alors, la seule classif thématique, ça ne peut pas suffire. En fait, il faut pouvoir aussi repérer, par exemple, si vous voulez repérer des irritants dans un parcours, il faut pouvoir coupler ça avec une analyse d'une perception plus qualitative. Donc, pour faire ça, vous avez aussi deux façons de faire, deux niveaux en fait possibles d'exécution. Soit l'analyse courante de sentiments, dite de sentiments, qui consiste à classer positivement et négativement les commentaires. Donc là aussi, ça apporte une vue globale, c'est un peu plus simple à exécuter et c'est pertinent quand ça ne nécessite pas véritablement derrière de prise d'action très, très poussée. Et puis, vous avez la mesure proprement dite des émotions
avec différentes tonalités qui vont être scorées, où là, c'est vraiment utile quand vous cherchez à arbitrer des priorités ou à déclencher des actions ciblées. Quoi qu'il en soit, quel que soit l'outil que vous sélectionnerez, pour cette analyse automatique, il faut que le taux de fiabilité, que ce soit sur la classification thématique ou quali, puisse vous apporter au moins 85%, voire plus. Alors, cela dit, pour bien évaluer, si vous voulez, les émotions des clients, il faut pouvoir définir et calculer en fait des indicateurs de performance qui vous permettent de suivre et de mesurer dans le temps en fait ces ressentis émotionnels. Donc, on en a indiqué 3 ici que vous allez retrouver là dans les cas d'usage qu'on va vous montrer juste après cette intro, où vous allez retrouver ces notions-là. Alors, la première, c'est la tendance émotionnelle globale qu'on calcule nous sous forme de température émotionnelle. C'est très simple, hein. Plus c'est chaud, comme le thermomètre météo, plus c'est chaud, plus c'est chaleureux, donc c'est plutôt la joie ou la surprise positive qui va dominer. Et plus c'est froid, plus ce sont des émotions dites négatives qui vont dominer, comme la tristesse, la colère ou le dégoût. Cet indicateur de température émotionnelle, il est très intéressant car sur vos parcours, vous pouvez le calculer à chaque étape. Et donc, ça vous permet en un clin d'œil très rapidement de voir, par exemple, où se situent des irritants, à quelles étapes ou des points d'enchantement. Deuxième indicateur, l'intensité émotionnelle. Alors, pour une même tonalité émotionnelle de joie, par exemple, vous pouvez avoir des intensités exprimées dans les propos de niveaux différents. Ça peut être lié au vocabulaire lui-même. Par exemple, si vous dites « c'est cool » ou « c'est magnifique », on voit qu'à travers le mot utilisé, il y a une intensité un petit peu différente. Mais si vous rajoutez ensuite des superlatifs ou des adjectifs, c'est super cool, c'est vraiment magnifique, voire des emojis, ça apporte encore plus d'intensité émotionnelle. Et donc ça, on peut le scorer, le calculer. Et l'intérêt d'un indicateur de ce type-là, c'est d'apporter plus de granularité dans l'analyse émotionnelle pour, par exemple, utiliser ce critère cet indicateur comme critère de priorisation de vos choix, selon le niveau de gravité. Et puis, dernier indicateur, c'est la part ou le pourcentage en fait, des émotions primaires que vous pouvez, là aussi, calculer et visualiser à toutes les étapes d'un parcours. L'intérêt, par exemple, de cet indicateur, c'est de pouvoir repérer des signaux faibles. Par exemple, s'il y a un pourcentage inhabituel de dégoût sur un sujet donné, ça peut révéler un signal faible. En moyenne, dans nos mesures émotionnelles, on sait que le dégoût, c'est quand même assez marginal. Ça représente en moyenne 1%, voire 2% des propos exprimés, mais pas plus. Alors, dernier slide, avant les cas pratiques, quels peuvent être les bénéfices de mettre en œuvre une mesure, une analyse émotionnelle sur les parcours? Alors, on en a retenu 4, il peut y en avoir d'autres, mais les 4 principaux, sur la base de nos retours d'expérience, c'est de pouvoir potentiellement personnaliser en fait, des actions en fonction des émotions révélées, par profil de client ou par étape de parcours. On vous montrera ça sur des cas tout à l'heure. En 2, c'est de pouvoir, bien sûr, aider à prioriser des actions selon les étapes. Quelle étape doit être travaillée en priorité? 3, c'est de pouvoir en fait scanner et mapper l'ensemble des irritants ou des points d'enchantement tout au long du parcours. Et puis, dernier point, comme je l'indiquais juste avant, ça peut permettre de révéler en fait de nouveaux insights ou ce qu'on appelle des signaux faibles selon le parcours effectué ou une tonalité émotionnelle exprimée. Voilà, j'en ai fini pour l'intro. N'hésitez pas encore une fois s'il y a des questions à les mettre dans le chat. Avant de passer au cas pratique, je voulais vous signaler que vous allez pouvoir en fait retrouver ce qu'on va vous montrer dans les cas démo
En vous créant un compte, en vous enregistrant gratuitement, vous allez pouvoir retrouver en fait ces projets démo, d'une part, et d'autre part, vous aurez aussi la possibilité de tester gratuitement sur vos propres données en fait, et de vous constituer votre propre cas. Voilà, donc Sébastien, je pense, va mettre dans le chat le lien. On en reparlera à la fin. Et donc, je passe la parole à Mathieu qui va vous présenter le premier cas démo. Bonjour à tous. Alors, donc on a conçu la solution CX Insights pour vous éviter les longs paramétrages et pour vous permettre de très rapidement utiliser les données que vous avez, les commentaires clients et passer à l'analyse. Donc là, on va vous montrer un cas d'usage orienté bancaire, hein, parmi d'autres cas qu'on va vous montrer ensuite. Donc généralement, on va travailler dans notre méthodologie avec 4 grandes étapes. La première étape, c'est celle-ci, c'est de pouvoir travailler sur l'ensemble du parcours. La question auquel on souhaite répondre dans cette étape-là, c'est où sont les étapes qui font mal, quelles sont au sein du parcours client les étapes qui sont mal vécues. Et donc, alors, on voit que l'outil permet de bien dissocier l'ensemble des commentaires qui vont parler de l'entrée en relation, de la gestion courante d'un compte, la démarche d'épargne, la démarche de financement, les assurances et puis d'autres impressions. Enfin, les impressions finales, c'est-à-dire quand les personnes vont vous donner, par exemple, des expressions du type « pour conclure, ma relation se passe bien » ou au contraire, je souhaite changer de banque, etc. Une fois qu'on a choisi une étape, donc là, ce qu'on voit immédiatement, hein, c'est que la gestion courante et le financement sont plutôt les points faibles avec les assurances de ce parcours. Et donc, c'est un des points qui vous permet de voir à la fois, ici, vous voyez, en volume, c'est la courbe, enfin, c'est le diagramme en bâton, et en tonalité émotionnelle, c'est l'indice émotionnel ici, on peut voir quelles sont la manière de parler de ces différentes étapes et de ces sous-étapes. Si je suis sur la démarche de financement, on va avoir éventuellement un entretien préalable à l'emprunt, on va avoir un emprunt immobilier, on va avoir la fin de la relation de financement avec la totalité de l'emprunt a été remboursée, et on va avoir l'expression d'un besoin de financement, etc. Toutes ces étapes sont paramétrables avec chaque client au sein de l'outil. Une fois qu'on a choisi l'étape qu'on souhaite analyser, hein, on va pouvoir, par exemple, sur l'entrée en relation, voilà, aller voir ce qui se passe. On va pouvoir directement choisir et observer pour chacune de ces étapes, pouvoir lire les commentaires qui expriment le conseil, l'accompagnement qu'on a pu recevoir dans telle étape. D'accord? Alors, si je vais prendre par exemple ici, vous voyez que l'outil va classer l'ensemble des commentaires en allant de manière assez fine, en phrase à phrase, chercher les thématiques et repérer la tonalité émotionnelle. Et on va pouvoir aller classer et chercher ce qui a généré du dégoût, de la colère ou les différentes émotions. Une fois qu'on a vu cette étape hein, où on a la vision un peu globale, on va pouvoir travailler en entonnoir et aller regarder une vue détaillée par segment, par exemple. Donc, ici, par exemple, on va regarder en fonction de la génération de nos clients, parce qu'on sait que l'âge est un paramètre important à prendre en compte pour améliorer le parcours et que les attentes de baby boomers, par exemple, ne vont pas être les mêmes que de personnes plus jeunes. Alors, ce qu'on observe là, quand les gens vont parler de leur parcours, c'est que globalement, le parcours est mieux vécu par les baby boomers sur
sur le cas d'usage ici par rapport aux plus jeunes. D'accord ? Donc ça, c'est la vision, l'ensemble des commentaires sur le parcours, mais on peut aller choisir à chaque macro-étape ou à chaque sous-étape d'ailleurs, hein, comment chacune des générations a vécu ces étapes de parcours. Et par exemple, ce qu'on va observer ici, c'est que si je me prends, on a vu que la démarche de financement, c'était quelque chose qui était assez compliqué dans le cadre de ce parcours, c'est que voilà, les baby boomers n'ont pas de problème sur la démarche de financement, alors que globalement, on va dire toutes les personnes plus jeunes vont plutôt moins bien vivre leur démarche. Et on peut toujours aller observer et lire les différents commentaires pour comprendre pourquoi. Voilà. Une autre manière aussi d'analyser le parcours, c'est de regarder si le parcours il est vécu uniformément dans l'ensemble du réseau, par exemple, un réseau bancaire, de magasins ou dans une série d'aéroports. Et donc ici, on va pouvoir aller regarder pour chacune des agences comment le parcours est vécu. Et on va pouvoir directement avoir une sélection des points améliorés, des points de succès sur ce parcours. Donc par exemple ici, on peut voir que sur une agence à Strasbourg, il y a un vrai problème sur le ressenti digital. Alors en faisant le croisement, on a pu voir que justement les jeunes critiquaient assez fortement l'offre digitale et que c'est ça qui pénalisait leur parcours. Donc là, ça vous aide à prioriser sur certaines étapes, une digitalisation plus forte et pour certains segments. Troisième question, c'est comment le parcours a évolué et comment les résultats ont pu évoluer sur chaque étape du parcours. Donc, vous voyez, on va pouvoir ici avoir l'ensemble des étapes et voir directement les résultats. Alors, on va juste choisir, par exemple, l'année en cours ou l'année, nos data, elles sont sur 2019. Qu'est-ce qui a généré le plus de commentaires? Hop, voilà, on va trier. Donc, qu'est-ce qui génère la plus grande hausse de commentaires? Qu'est-ce qui va générer la plus grande baisse de tonalité émotionnelle? Donc, on voit qu'il y a une grosse déperdition sur l'assurance, que l'entretien préalable à l'emprunt ou que la démarche de financement sont des critères qui sont en forte baisse. Et enfin, on a aussi la possibilité d'aller observer, encore une fois dans une démarche de détection des signaux faibles, quelles sont les étapes du parcours ou les macro-étapes, par exemple le conseil et l'accompagnement, qui ont généré les différentes émotions. Donc, comment se lit ce graphique? On a en ordonnée le pourcentage des commentaires, en abscisse le nombre de commentaires. Donc, plus on va être ici, plus on va être sur des choses qui sont largement commentées, des thématiques largement commentées, et plus on va être haut, plus cette émotion est prépondérante dans les commentaires. Donc, par exemple ici, je vais juste me mettre en vision détaillée. Voilà, si je me situe ici, on voit que les réclamations génèrent 17% de dégoût pour 12 commentaires. Alors, on peut éliminer, si on le souhaite, un certain nombre de choses où on se dit que ce n'est pas pertinent puisqu'il n'y en a pas suffisamment, et pouvoir détecter immédiatement les thématiques à problème sur les émotions qui sont les plus douloureuses dans le parcours. À l'inverse, très rapidement, on peut également, en sélectionnant la joie, pouvoir voir les thématiques qui vont générer on va dire des points d'enchantement, le plus d'enchantement de la part des clients. Très bien. Je pense qu'on a à peu près vu, donc là, pour un parcours bancaire, comment prioriser les grandes étapes, quels signaux faibles on pouvait les distinguer, comment distinguer dans le parcours les points faibles et les points forts,
et derrière, comment initialiser la problématique des irritants. Alors, on va vous montrer maintenant un autre parcours. Je vais laisser le partage d'écran à Grégoire. Voilà, alors j'espère que tout le monde voit bien. Ouais, bon. Mon écran, c'est bon. On est dans le cadre d'un cas sur le transport aérien où vous avez donc des macro-étapes. Je vais prendre l'avion, je prépare mon voyage, j'arrive à l'aéroport de départ, le temps du voyage à bord, et puis la destination finale. Vous pouvez, je vais essayer de grossir un petit peu mon écran, voir ici sur l'étape initiale de préparation du voyage, les principales sous-étapes, l'information sur l'horaire de départ ou de retard du vol, tout ce qui a concerné l'achat et le paiement, les résas en ligne, l'accès à l'aéroport ou le fait de passer par un intermédiaire, une agence de voyage. Alors, sur cette première étape, c'est la plus froide de toutes. C'est là où il y a peut-être beaucoup de travail à faire. Tout est plutôt dans des registres d'irritants. Si je regarde l'arrivée à l'aéroport pour comparer, on va avoir des étapes comme l'embarquement ou les contrôles sécu qui sont un peu moins mal perçus, mais ça reste pas génial. Et ça va être sur l'étape du voyage, en fait, à bord, où là, on va réussir à trouver de véritables points d'enchantement, comme l'accueil à bord, l'atterrissage, s'il se passe bien, et puis d'autres éléments. On remarque qu'il y a 9 degrés, le petit-déj, encore peut-être des irritants à travailler sur cette étape, et puis les toilettes. Et en fait, vous avez un gros ventre mou, en fait, ce qui est vraiment le plus commenté au niveau des repas, où on est assez mitigé, 13 degrés, c'est pas très chaud, c'est pas très froid. Donc il y a peut-être en fait là des leviers à trouver intéressants, parce que c'est le sujet qui préoccupe le plus les personnes, ils en parlent le plus. Donc si on descend dans les commentaires, j'ai sélectionné comme émotion principalement la tristesse, et si je fais un focus sur ces fameux repas, donc vraiment en quelques clics, je peux comprendre qu'est-ce qui pourrait être fait pour améliorer l'expérience globale sur cette étape de parcours. Donc la qualité, améliorer la prestation, la qualité. Et puis si vous descendez, vous voyez, au bout de 400 verbatim, vous avez aussi un autre élément intéressant, pas assez de temps pour les repas. Donc c'est pas juste la qualité, mais il peut y avoir aussi le service et le temps possible pour prendre ces repas. Donc, très rapidement, vous pouvez identifier des priorités d'action. On peut avoir, en fait, on peut travailler les parcours selon ces vues et ces étapes qui reflètent votre activité, votre business, mais vous pourriez aussi avoir une autre manière de naviguer dans les parcours à travers ce qu'on appelle les moments clés. Alors, je l'ai ouvert déjà là sur cet onglet. Vous pouvez vous dire, voilà, il y a des moments de vie particuliers dans mon business, et donc je veux aussi avoir paramétré en fait des vues, des focus dédiés à ces moments de vie-là. Donc ça peut être la météo, donc, quand on est dans le business aérien, le fait qu'il y ait des périodes de grand froid, ça peut provoquer des problèmes, les orages et les tempêtes. Comment ça peut être perçu par les clients, la fluidité du service ou des moments d'enchantement qu'on peut imaginer en tout cas comme étant d'enchantement. Le fait d'arriver en avance, effectivement, ça procure de belles émotions. 38 degrés, c'est vraiment très chaud, très chaleureux. En revanche, le fait d'être surclassé, c'est pas si évident que ça, vous voyez. Ça peut être bien perçu ou finalement mal ressenti si j'ai pas obtenu mon surclassement, etc. Bon, il peut y avoir des moments pénibles, et typiquement dans la période actuelle, on pourrait imaginer avoir un moment de vie particulier autour des événements évidemment sanitaires, avec des sous-étapes de tests PCR, port du masque, respect des consignes, gel, etc. Hein. Voilà, donc ça, cette démo a été faite avant la crise du Covid. Dernier élément, les vues par filtre qu'avait un petit peu montré Mathieu. Donc je peux vouloir faire un focus, par exemple, sur la classe de voyage. Est-ce que je voyage en éco, en business ou en first?
Donc globalement, est-ce que les ressentis émotionnels sont plus favorables, mieux vécus par la First que les autres classes? Bon, c'est le cas au global. Maintenant, si je veux vérifier sur une étape du parcours particulier, le voyage à bord, on va retrouver encore les passagers en First qui effectivement vivent mieux les choses. Très bien. Néanmoins, je ne sais pas si vous vous souvenez, on avait vu tout à l'heure que sur ce voyage à bord, il y avait une étape peut-être un peu critique autour du petit-déj. Alors, je veux classer la perception à l'égard du petit-déj selon la classe de voyage. Et bien là, patatras, qu'est-ce que je remarque? En First, il y a un gros signal faible, un gros irritant. On est à seulement 3 degrés. Si je clique sur la petite bulle, paf, je vois apparaître le verbatim, effectivement, le petit-déj est à revoir car c'est très mauvais, etc. Voilà. Donc là, vous avez trouvé un signal faible, un irritant, une priorité d'action. Dernier élément que je souhaitais vous montrer, vous pouvez aussi construire vos propres comparaisons et donc vous créer ce qu'on appelle des benchmarks en construisant vos propres colonnes. Donc là, j'ai repris cette logique de typologie de client Eco Business First. Et vous voyez, vous pourriez aussi avoir les destinations, New York, Pékin, Singapour. Et donc là, en lecture directe, vous avez des petites cartes qui vous donnent la tendance émotionnelle globale, notre fameuse température. S'il y a dans les métadonnées en fait, des résultats quanti de type SAT, NPS, on peut les associer. Et puis bien sûr, le détail des émotions. Donc là, vous voyez qu'en First, il y a une part de gens qui expriment majoritairement de la joie plus élevée qu'en business ou qu'en éco, très bien, mais néanmoins, il y a aussi une part de dégoût plus forte, qui a des vrais soucis. Pareil, vous pouvez comparer les autres destinations. Et puis après, vous pouvez déplier ça et choisir en fait les cartes que vous souhaitez par étape, par exemple, du parcours. Donc la préparation de voyage, elle se passe mieux chez les gens qui voyagent en First qu'en business, par exemple. Globalement, le voyage à bord, on l'a déjà vu, et on retrouve à nouveau là, le petit-déj. Voilà, les repas qui sont mieux vécus, etc. Les toilettes, vous voyez, mal vécues par tout le monde, etc. Et donc ça, vous pouvez vous créer à la carte, en fait, vos propres cartes d'étapes pour monitorer. Alors ça pourrait être quarter par quarter, mois par mois, destination par destination, en fait, ce que vous voulez, et suivre. Voilà, on en a terminé pour ces présentations-là de cas démo. Je ne sais pas s'il y a des questions, n'hésitez pas dans le chat. Alors, les langues possibles pour analyser les commentaires, c'est vrai que tout ce qu'on vous a montré, c'est en français. On peut bien sûr analyser en multilingue, donc je l'avais indiqué. Alors, plus précisément, on peut analyser jusque dans 30 langues. Donc, voilà, les principales langues européennes, les langues asiatiques. Il y a certaines langues exotiques qu'on ne va pas faire, mais on pourra vous fournir au besoin la liste de toutes les langues supportées par la plateforme, donc c'est une trentaine. Après, j'ai vu d'autres messages. Oui, il y avait aussi une question lors de l'inscription sur la meilleure source d'avis en B2B. Alors, la solution déjà peut être adaptée à du B2B. On a un tiers de nos clients qui l'utilisent pour analyser en fait donc les émotions de leurs clients B2B. Donc ça fonctionne, c'est-à-dire que quand on est un professionnel, on exprime comme tout un chacun aussi des émotions dans des relations professionnelles. En termes de sources peut-être plus pertinentes, il y a tout ce qui va être les enquêtes, d'une part. C'est beaucoup ce qu'on a fait en B2B. Et puis, les canaux de contact de type formulaire, voire email avec vos clients qui sont pertinents. Ce qu'on va trouver en online sur le web, c'est en général, il n'y a pas grand-chose ou c'est moins pertinent. Voilà pour le B2B. Donc, il y avait la question sur l'impact du Covid. Mathieu, je ne sais pas si ouais. Vous m'entendez? Ouais, vas-y. Ouais. Ouais. Alors, le Covid, c'est un point intéressant parce que
clairement, l'environnement est totalement modifié avec ce contexte. Il y a très peu d'entreprises qui ne sont pas impactées, et en particulier l'expérience vécue par les clients va être totalement modifiée. Et comme on modifie par définition l'expérience, les attentes de chaque client vont être aussi différentes maintenant. On a un repositionnement des besoins et des attentes qui va être fait par chaque client en fonction de sa personnalité, de son caractère et de son besoin. Et donc, on va retrouver à un premier niveau la fameuse pyramide de Maslow, la pyramide des besoins. Et on va avoir un certain nombre de clients qui vont exprimer ce besoin de sécurité et qui vont le placer, qui vont le remonter par rapport à la période avant la crise sanitaire. La conséquence, c'est que l'émotion qui va remonter la plus forte, ça va être la peur. Ça, c'est, on va dire, la réaction initiale. Et puis, une fois que la peur a laissé le cap à des choses un peu plus raisonnées, il va y avoir une forme de rehaussement des attentes, c'est-à-dire des choses qui paraissaient exceptionnelles vont paraître normales. Il va y avoir des attentes plus fortes. Et si l'entreprise n'est pas capable d'y répondre, ça va générer de la colère. Donc nous, on observe vraiment un certain nombre de commentaires en hausse sur ces deux émotions-là. Une note aussi là-dessus, attention pour les entreprises à ne pas se défausser sur le contexte sanitaire pour pallier à un manque de support. On voit pas mal de commentaires du type le Covid a bon dos, c'est une bonne excuse, etc. Et donc, c'est quelque chose vraiment à bien indiquer à tous ceux qui sont les points de contact, ne pas se défausser sur le contexte. Voilà. Sébastien, est-ce qu'il y avait d'autres Super, merci Mathieu. Ouais, nous avons deux autres questions là que je vois dans le chat. Donc pour rebondir sur les langues, donc il y a une question de Carole qui nous demande si le chinois est également pris en compte dans les langues analysées. Bien sûr, ouais, il fait partie des 30 langues parmi les langues qui sont les plus analysées après l'anglais et le français. Ouais. Et ensuite, nous avons une autre question de Audrey qui nous demande, donc pour la programmation des thématiques, le petit déjeuner par exemple, en fonction des verbatims, le mot exact n'est pas toujours petit déjeuner, mais ça peut être petit déj, déj, repas du matin, premier repas. Donc est-ce que le logiciel les reconnaît ou est-ce qu'il faut programmer au préalable ces mots, ces variantes? Alors oui, il faut bien comprendre que c'est ce que j'évoquais au tout départ, l'ensemble des paramétrages, ils ont été faits sur l'ensemble des thématiques. Et donc, c'est l'outil lui-même qui va aller récupérer les champs heuristiques autour d'une notion pour proposer petit-déj, petit-déj, petit déjeuner, ou tout sans accent, ou etc. Donc, c'est, on va dire, un ensemble de mots et de notions, et pas uniquement, c'est un ensemble de mots en co-occurrence avec d'autres mots qui va faire qu'une thématique va remonter. Super. Donc, on a encore une question. Donc, nos questionnaires post-vol mail sont gérés par Vocatsa. Travaillez-vous avec des sociétés métropolitaines comme eux ou pas? Il y a, on va dire, une manière simple et une manière qui demande un peu plus de temps. La manière simple, c'est si vous pouvez extraire vos données via un CSV, un Excel, c'est hyper rapide de pouvoir l'insérer dans la plateforme. Et on va dire le timing un peu plus long, c'est de pouvoir l'intégrer et de travailler sur un connecteur pour que les deux systèmes puissent se parler sans qu'il n'y ait plus aucune action à réaliser de la part des utilisateurs. Donc, on ne travaille pas aujourd'hui avec Vocatsa, mais si vous pouvez extraire les données, on peut analyser un fichier Excel, un fichier CSV sans aucun problème. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Oui.
Et il nous reste une autre question qu'on avait eue au préalable via les inscriptions. C'était comment identifier des signaux faibles grâce à l'IA? Alors, Ouais. il y a plusieurs manières déjà de définir ce qu'est un signal faible, hein. Un signal faible, ça peut être un signal faible émotionnel. Donc là, on a vu sur la plateforme que parfois, on va être sur un pourcentage d'émotion qui va être anormal et qui permet d'aller regarder, enfin, de voir qu'une thématique est particulièrement commentée à un moment donné. Et puis, il y a une autre manière aussi, ça peut être un signal faible sur un segment, un signal faible avec une évolution forte d'un mois sur l'autre. Et donc ça, on a vu que en passant par les différentes étapes d'analyse du parcours, l'idée est d'avoir une bonne vue, une bonne compréhension globale, ensuite d'avoir la vue dynamique, puis de rechercher les irritants, et enfin de pouvoir passer à une personnalisation. Et donc, en faisant le screen de toutes ces actions et de tous ces éléments-là, normalement, on arrive à bien comprendre comment les segments réagissent par rapport au parcours et quels sont les points saillants qu'il faut noter, mais aussi éventuellement des micro-étapes qui peuvent faire très mal. C'est ce qu'on a pu voir là, par exemple, sur le petit déjeuner pour les firsts, qui peuvent, malgré un faible nombre de commentaires, générer pour certains clients on va dire un commentaire de type intolérabilité. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je crois qu'il nous reste une question de Alice. Est-ce possible de choisir nos thématiques nous-mêmes en fonction de notre business? Alors oui, bien sûr, il y a on va dire, l'idée c'est que généralement on analyse avec une première passe l'ensemble des commentaires avec donc des thématiques par défaut, hein, et puis ensuite on va pouvoir travailler ces thématiques et paramétrer vos parcours avec des niveaux de détail qui sont ceux que vous souhaitez voir. Donc on peut aller jusqu'à 100, 150 thématiques si c'est nécessaire. Voilà, et puis je complète, il y a aussi la version un peu sur-étagère, où on a une dizaine de grands domaines d'activité sur lesquels on a des catégories de thématiques préétablies, donc plus succinctes, hein, plus limitées, mais qui permet, quand on a des projets plus ponctuels ou des volumes de données plus limités, ou que sais-je, de pouvoir en fait très vite actionner des thématisations un peu standard pour rapidement et à moindre coût aussi, hein, faire des tests ou des analyses. Voilà. Une petite remarque juste sur la personnalisation. On a de plus en plus de clients qui vont utiliser, est-ce que c'est les signaux faibles, mais qui vont utiliser les commentaires de leurs clients pour impacter leur expérience dans le futur de manière vraiment personnalisée. Je prends un exemple. Dans le monde bancaire, par exemple, la notion de changement de conseiller, le turnover de différents conseillers dans des agences, etc., ça peut être un sujet. Et donc, ce qu'on propose, c'est quand on a repéré dans l'historique des données qu'une personne était sensible à ce sujet, eh bien, on va aller pouvoir marquer son ID de client comme étant sensible à ce sujet, avec une notation, hein, une note de sensibilité. Ce qui fait qu'au prochain changement de conseiller, en priorité, ces clients qui ont signalé une sensibilité propre particulière à ce thème vont être avertis, vont avoir un appel en amont, et donc on va pouvoir, on va dire, mieux les traiter parce qu'ils ont mentionné cette sensibilité particulière. On peut imaginer pour toutes les étapes, éventuellement, d'avoir une réaction personnalisée en fonction des commentaires passés sur un historique ou sur une dernière enquête.
Ouais. Mathieu, nous avons une autre question de Valérie qui nous demande, dans le cas d'un connecteur, est-ce qu'on peut jouer le rôle de conseil? Oui, bien sûr. Ça, on peut vous indiquer les informations attendues, comment on va dire intégrer les données dans la plateforme, il n'y a pas de souci. Ouais. Voilà, merci à tous, très bonne journée, bonne semaine et à bientôt avec plaisir.